Bonjour. Donc, quelques éléments sur la théorie du monopole, donc ce qui correspond en tout cas au début du chapitre 5. Sous forme de vidéo, a priori, il y aura 4 vidéos. Donc, une vidéo aujourd'hui, on va comparer euh, la situation de concurrence pure et parfaite et la situation de monopole. Une deuxième vidéo, on expliquera les choix du monopole. Une troisième où on essaiera de comprendre quelles sont les implications du monopole en termes de bien-être. Et puis, une quatrième vidéo où on présentera le cas spécifique du monopole dit naturel. Donc là, on va considérer qu'on est dans le cas normal, c'est-à-dire une entreprise qui a une structure de coût qui est tout à fait identique à la structure de coût habituelle en concurrence pure et parfaite et qu'on a étudiée cette année. Justement, donc, quelques rappels sur ce que c'est que la notion de concurrence pure et parfaite. La notion de concurrence pure et parfaite, on la résume à 4 grandes idées. Alors, habituellement, c'est 5, mais on peut en regrouper une et retenir 4 idées. D'abord, l'idée d'atomicité, l'entreprise, elle est toute petite par rapport au marché, par conséquent, elle est price taker, elle est preneuse de prix. Ce n'est pas elle qui décide du prix du marché, elle subit le prix du marché. Elle est trop petite pour avoir une influence sur le prix du marché par les quantités qu'elle décide de vendre ou de ne pas vendre. Deuxième condition, libre entrée-sortie. N'importe qui peut rentrer sur le marché et tout opérateur peut en sortir dès qu'il en a envie. Troisième condition, l'information est parfaite. Donc la transparence de l'information signifie que vous ne pouvez pas cacher de secret de fabrication à vos concurrents. Enfin, hypothèse d'homogénéité, les produits vendus par les différents opérateurs sur le marché sont identiques. À partir de là, on a déterminé pendant l'année que l'entreprise en concurrence pure et parfaite devrait prendre sa décision de production de la manière suivante, de la manière qui est représentée sur le schéma. Donc schéma que je ne fais que reporter du chapitre 2 ou chapitre 3. Pour l'entreprise, on l'a dit, chaque quantité sera vendue au même prix. Ça veut dire que la recette marginale apportée par une unité supplémentaire, donc lorsqu'elle produit et vend des quantités supplémentaires et qu'elle se déplace vers la droite sur l'axe des abscisses, la recette marginale sera toujours la même et toujours égale au prix. Donc, si je vends des bananes sur un marché en concurrence pure et parfaite, j'en vends une, je la vendrai au prix du marché, mettons à 1 euro la banane, et si j'en vends 150, ou si j'en vends 200 000, je les vendrai toujours au même prix, 1 euro l'unité. La recette marginale est donc représentée par une ligne horizontale dont l'ordonnée est égale au prix. Par ailleurs, la recette marginale est égale à la recette moyenne puisque toutes les quantités, toutes les unités sont vendues au même prix. À partir de là, comment l'entreprise décide-t-elle des quantités qu'elle va vendre? Eh bien, si elle est rationnelle, elle choisit de vendre tant que chaque nouvelle unité lui rapporte plus, ça c'est sa recette marginale, que ce qu'elle lui coûte à produire. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple, on produit un service entre guillemets de vente, c'est-à-dire qu'on va chercher les bananes à Rungis, on les amène sur le marché et on paye des vendeurs pour les fournir aux clients. On paye par ailleurs un emplacement à la mairie de Paris, etc., etc. Donc ça, c'est le coût marginal. Je compare recette marginale et coût marginal et je produis tant que la recette marginale est supérieure au coût marginal, tant que chaque nouvelle unité me rapporte plus que ce qu'elle ne me coûte à produire. Donc, si je prends les cours de mon graphique, ça signifie que je produis, je vends, tant que le prix, qui est égal à la recette marginale, est supérieur au coût marginal qui m'est donné par la courbe vert clair, celle-là. Donc, je vais produire cette quantité Q étoile que je vais vendre au prix P. Ça, je suis obligé de la vendre au prix P, il n'y a qu'un prix sur le marché. Pour cette quantité, je fais un profit que je peux calculer facilement. Le profit, c'est la recette totale ou chiffre d'affaires moins les coûts totaux. Le chiffre d'affaires, donc, ce sera la quantité vendue
Q étoile, multiplié par le prix auquel je la vends, P. Et donc, le chiffre d'affaires sur ce graphique, il serait symbolisé par le rectangle P, CM étoile, Q étoile, 0. Les coûts totaux sont égaux au coût moyen multiplié par les quantités vendues, puisque le coût moyen, c'est le coût total divisé par les quantités vendues. Le coût moyen m'est donné par la courbe de coût moyen, donc le coût moyen en Q étoile, c'est celui qui est là, CM étoile. Et donc les coûts totaux, ce sera le coût moyen multiplié par les quantités vendues. Et donc ça correspond au rectangle A, CM étoile, Q étoile, 0. Le profit, c'est la différence entre les deux rectangles et ça correspond à la surface qui est assurée en rouge. Alors, normalement, le réflexe que vous devez avoir, c'est que normalement, il n'y a pas de profit en monopole. En tout cas, il n'y a pas de profit tel qu'on pourrait l'entendre ici, c'est-à-dire de profit supérieur au taux de profit habituel dans l'économie. C'est qu'effectivement, ce rectangle assuré en rouge, il est destiné a priori à disparaître en concurrence pure et parfaite. C'est ce que nous montre le graphique suivant. Qu'est-ce qui va se passer? En concurrence pure et parfaite, il n'y a pas de secret de fabrication. Ça veut dire que si jamais je suis plus habile, si je tiens un discours plus malin qui arrive à séduire davantage de clients, ce qui me permet de faire des profits, les autres vont s'en apercevoir et ils vont m'imiter. Or, nous savons aussi qu'il y a libre entrée sur ce marché. Donc les entreprises capables de m'imiter et attirées par mes profits vont rentrer sur le marché. Concrètement, au niveau du marché dans son ensemble, cela correspond à un déplacement de la courbe d'offre vers la droite. Donc, on est sur le graphique de gauche, la courbe d'offre qui est là va se déplacer vers la droite. Malheureusement, pour moi, si l'offre augmente, le prix baisse, et si le prix baisse, mes profits vont également baisser. Ils vont baisser a priori jusqu'au minimum du coût moyen. Donc, éventuellement, sur une journée, à très court terme, un profit est possible, mais il sera annulé par l'effet de la concurrence. C'est la morale de la concurrence pure et parfaite. C'est en gros la morale de la main invisible. Je cherche à maximiser mon profit, mais placé dans une situation de concurrence, ce profit n'est pas durable, n'est pas tenable, n'est pas soutenable et en fait, toute mon activité va in fine bénéficier au consommateur beaucoup plus qu'à moi-même. C'est l'heureux effet pervers de la concurrence, décrit d'une certaine manière, même s'il n'y avait pas de courbe, par les classiques, et puis ensuite, davantage de cette manière-là, par les néoclassiques. Quelle est la différence entre la concurrence pure et parfaite et le monopole? Eh bien, la différence entre la concurrence pure et parfaite et le monopole, c'est tout simple, c'est que le monopole, il est tout seul. Il est tout seul, donc il n'y a plus atomicité. Et par conséquent, il n'est plus price taker, il devient price maker. C'est lui qui fait le prix en fonction des quantités qu'il a décidé de vendre sur le marché. Imaginons la SNCF, qui est en monopole pour le trafic passager sur le trajet, mettons, Paris-Nantes. Quand la SNCF décide de mettre un prix relativement faible, elle sait qu'elle va avoir beaucoup de clients. Quand elle met un prix élevé, elle aura moins de clients. Donc, elle détermine les quantités qu'elle veut produire, tout en sachant évidemment que ces quantités auront une influence sur le prix. Soit elle choisit de produire beaucoup de trajets, mettons 1 million de trajets, mais dans ces cas-là, elle sait qu'il faudra les vendre à un prix relativement faible, mettons 50 €, soit elle choisit de produire simplement 500 000 trajets, mais dans ces cas-là, elle ne pourra servir que des consommateurs plus exigeants ou plus dépendants du train, qui n'ont pas d'alternative, et qui par conséquent seront prêts à, mettons, payer jusqu'à 100 € le trajet. Donc, le prix, a priori, est en relation inverse des quantités qui sont produites, ce qui nous donne cette courbe de demande décroissante. Si on était en concurrence pure et parfaite, à l'échelle de l'ensemble du marché, la demande est décroissante. Mais à l'échelle d'une seule entreprise,
comme elle est toute petite, eh bien, elle ne perçoit pas ça. Elle perçoit un prix unique qui ne variera pas selon les choix qu'elle va faire. Mon marchand de bananes, tout à l'heure, il est trop petit à l'échelle de l'ensemble du marché pour que le fait qu'il vende peu ou beaucoup ait un impact sur le prix du marché. Ce n'est pas le cas pour la SNCF. Donc, on reprend des courbes de coûts qui ont la même forme, qui ont la même allure, mais cette fois-ci, on est confronté à une courbe de demande qui est décroissante. Par ailleurs, je le précise, la courbe de demande, c'est aussi la courbe de recette moyenne. La courbe de demande me dit que, elle m'indique les quantités qui vont être demandées pour un certain niveau de prix. Par exemple, pour ce niveau de prix-là, la quantité demandée, elle est donnée sur la courbe par ce point-là, et donc c'est cette quantité que je pourrais écouler. Réciproquement, la courbe de demande m'indique pour chaque quantité écoulée le prix que je peux tarifer, le prix que je peux exiger des consommateurs. Pour écouler cette quantité-là, il faut que je mette ce prix-là. Donc, reprenons l'exemple de la SNCF, mettons ce qui n'est pas tout à fait réaliste, que tous les trajets Paris-Nantes soient vendus au même prix. La SNCF, c'est donc qu'elle peut vendre 1 million de trajets, mais à un prix relativement faible, 50 €, ou alors 500 000 trajets à un prix plus élevé, 100 €, ou alors, encore moins, 100 000 trajets à un prix très élevé de 150 €. La courbe de demande est bien égale à la recette moyenne qui, par ailleurs, est égale dans ce cas-là au prix. En effet, si j'écoule, mettons, 500 000 billets, c'est que je vends chaque billet à 100 €, donc le prix est de 100 €, et par ailleurs que la recette moyenne, qui est égale à la recette totale divisée par le nombre de trajets vendus, est aussi égale à 100 €. Dans mon exemple, la recette totale serait de 50 millions d'euros divisée par 500 000 billets vendus, et je retombe sur un prix, une recette moyenne qui est égale à 100 €. Donc, on retient que dans un cas, vous êtes price taker, que dans l'autre cas, vous êtes price maker, donc pour le dire en français, que dans un cas, vous êtes preneur de prix, et dans l'autre cas, vous êtes faiseur de prix. Et c'est de cette différence fondamentale que découle tout le reste de l'analyse du monopole. Voilà. Si vous avez des questions, vous écrivez dans les commentaires, ou alors vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail.